et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. Et donc, comme chaque mois, on part à la rencontre d'un ou d'une psychologue pour découvrir son parcours, sa vision du métier et son quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, petit événement aujourd'hui puisqu'on fête les 1 an du podcast. Je ne sais pas si tu savais que ça faisait 1 an que le podcast existe. Et donc, pour l'occasion, on passe au format vidéo. Et je vais pas vous mentir, il y a un petit niveau de stress quand même parce que pour vous, ça change peut-être pas grand-chose, surtout si vous continuez à écouter uniquement en audio. Mais de mon côté, c'était un peu plus d'organisation, de préparation. Et puis surtout au montage vidéo, on peut moins faire de coupures, moins faire de montage. Et donc, ça demande d'être bien concentré et de ne pas trop bafouiller. Donc, voilà. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à faire vos retours comme d'habitude, soit en commentaire, soit sur Instagram et Facebook. Et voilà, nous pouvons commencer comme d'habitude. Tu es prête? C'est parti. Ouais. Donc Sarah, tu es psychologue depuis 1 an maintenant, après avoir obtenu ton master en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent à Paris. Tu as choisi de prendre un peu de temps pour te former davantage et aujourd'hui tu proposes des consultations privées dans un centre spécialisé dans la santé des femmes, mais tu nous diras peut-être plus tard que c'est pas forcément ta spécialité pour autant. Et aujourd'hui tu accompagnes des enfants et des adultes avec une approche intégrative et psychocorporelle, c'est bien ça? C'est ça, absolument. Est-ce que tu veux que je revienne sur mon parcours ou je te décris mon approche? Alors, j'allais d'abord te demander, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est l'approche intégrative et psychocorporelle justement? Ok, ça marche. Donc, oui, je suis psychologue. Je travaille avec les enfants et les adultes. Et j'ai une approche qui est plutôt intégrative, c'est-à-dire que je prends en compte différents outils et différents référentiels théoriques en psychologie. Je m'appuie notamment sur une grande théorie qui s'appelle la théorie d'attachement, euh, qui est issue de la psychologie en développement, et sur des outils plutôt psychocorporels qui prennent justement en compte le corps, le système nerveux, les sensations corporelles. Euh, je pourrais peut-être décrire un peu plus tard ces outils spécifiques. Mais globalement, j'adapte vraiment à chaque patient en fonction de la demande, en fonction du moment où il consulte, en fonction de ses envies, euh, mon accompagnement avec les outils qui me semblent le plus adaptés pour lui. Ok. Et donc la psychologie corporelle, pour résumer, c'est quand même quelque chose qui fait le lien entre les sensations qu'on a dans le corps ou justement le manque de sensations des fois qu'on a et le psychisme, c'est ça? Ouais, totalement. En fait, on a longtemps dissocié le corps à l'esprit, où on a souvent parfois travaillé simplement avec l'esprit, avec la réflexion, la rationalisation, etc. Euh, mais on se rend compte aujourd'hui que le corps est extrêmement important à prendre en compte dans la thérapie et que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que euh, on sait aujourd'hui que, par exemple, 80% des informations passent du corps à la tête et seulement 20% des informations passent de la tête au corps. Ça veut dire que on a, quand on travaille via des approches psychocorporelles, on peut avoir beaucoup plus d'impact sur nos comportements, nos émotions, nos pensées, de manière générale. Je pense que enfin, c'est super intéressant, je trouve ce que tu dis par rapport aux 80 et aux 20%, parce que ça veut dire que la psychologie, maintenant, ne fait plus, comme tu dis, abstraction du corps. Et en fait, on passait à côté de plein d'informations finalement qui étaient super importantes pour comprendre certaines difficultés chez les personnes en fait. Ouais, complètement.
Et pour peut-être bien expliquer, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un signal physiologique qui se passe dans le corps. Et quand on vit des événements difficiles, des traumas, des situations qui nous stressent, on libère justement des hormones qui sont par exemple du cortisol, qui nous permettent d'agir, mais qui parfois peuvent aussi stresser le corps. Sauf que parfois, pour un tas de raisons, on peut ne pas exprimer ses émotions parce qu'on n'a jamais appris à le faire ou parce qu'on ne peut pas le faire sur le moment. Mais du coup, ces émotions restent stockées dans le corps. Et donc, c'est là qu'on peut voir un système nerveux qui se dérégule ou alors justement des tensions qui apparaissent, des douleurs qui apparaissent. C'est un peu ce qu'on appelle de la somatisation. Et, euh, et justement, prendre en compte le corps dans l'accompagnement en tant que psy, c'est essentiel parce qu'on va pouvoir justement identifier et accompagner autrement. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, si on reprend un peu plus ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être psychologue et puis ensuite de te diriger vers cette approche? Alors, donner envie d'être psychologue, je dirais que j'ai toujours eu cet attrait pour la psychologie. J'ai toujours adoré comprendre, me questionner, me remettre en question. Et c'était assez naturel chez moi. Donc après le bac, je me suis orientée vers ça assez naturellement. Et, euh, et donc rapidement, j'ai été extrêmement intéressée par le développement de l'enfant, c'est-à-dire du bébé jusqu'à toute la vie. Et parce que j'ai compris qu'il y avait vraiment que cette phase avait une importance énorme dans la vie d'un individu et que nos premiers jours comptaient énormément dans notre développement et notamment avec tout ce qui tourne autour de la théorie de l'attachement, la manière dont on est en relation avec les autres, on se sent en sécurité avec les autres, etc. Donc j'ai fait un master spécialisé en psychologie du développement de l'enfant. Euh, et ensuite, je me suis rendu compte, je pense en stage, que j'avais un peu des pièces manquantes dans les problématiques qu'on accompagnait. Et j'étais en parallèle très intéressée par tout ce qui était psychocorporel. Parce que je voyais, par exemple, pas mal de patientes qui disaient bah, j'ai ça comme problématique. Je le sais dans ma tête que c'est pas comme ça qu'il faut que j'agisse. Et je sais dans ma tête que, par exemple, par exemple, mon addiction est mauvaise, qu'elle n'est pas bonne pour moi, ou que telle relation est mauvaise et que c'est pas sain pour moi. Je sais que je mérite pas ça, mais pour autant, je continue de le faire. Et en fait, tu te rendais bien compte que le mental, là, ne suffisait pas à accompagner, parce qu'elles avaient beau en avoir conscience et conscientiser et se rendre compte des choses, il y avait comme une partie d'elle-même qui continuait à faire ces choses-là. Et donc, pour moi, prendre en compte le corps, c'était extrêmement important. Et je me suis formée à différents outils euh, qui sont justement à la théorie polyvagale, le système nerveux dans la régulation du stress, la prise en charge des traumas. Euh, et aussi à l'ICV, qui est une méthode également qui permet de réintégrer des événements difficiles qu'on a eus au cours de notre vie, euh, avec une approche plutôt psychocorporelle aussi. Ok, et alors l'acronyme de l'ICV, est-ce que ça veut dire quoi exactement? C'est intégration du cycle de la vie. Ça permet de retourner sur des événements difficiles qu'on a vécus, qui nous posent un problème à l'heure actuelle. Euh, Quand on a vécu un événement difficile ou des traumas, notamment des traumas d'attachement, on a l'impression qu'on vit toujours dans le passé. Donc c'est des patients qui vont avoir les mêmes problématiques depuis toujours,
qui sont restés depuis enfants parce que leur corps a enregistré ces informations-là liées au système d'attachement. Ok. Et donc c'est vrai, comme on disait, tu travailles dans un centre de santé des femmes, mais c'est pas pour autant que tu n'accompagnes que des femmes en fait. Et donc quel est un petit peu ton public au quotidien? Quelles sont les demandes initiales principales pour lesquelles on vient te consulter? Alors, je travaille avec les femmes et les hommes, les enfants et les adultes, donc c'est assez diversifié. Euh, Souvent, on vient me voir pour des problématiques autour de l'anxiété, du stress, ou alors des relations, donc relations qui posent problème, des relations amoureuses qui sont assez répétitives et qui causent de la souffrance, ou alors un manque de confiance en soi. Et en général, les demandes de consultation, elles sont assez diversifiées, mais on se rend compte que finalement, derrière chaque demande, il y a toujours un tas d'autres problématiques qui se cachent derrière, que ce soit pour l'anxiété ou des problématiques d'attachement. Souvent, tout est extrêmement en lien. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs outils et plusieurs grilles d'observation euh, pour pouvoir justement avoir un œil global et accompagner ça. Ok. Et donc du coup, les entretiens, comment est-ce qu'ils s'organisent? Est-ce que plutôt, donc voilà, est-ce que tu fais plutôt des entretiens courts, brefs, ou est-ce que ça dure un peu plus longtemps? Est-ce que c'est des entretiens individuels ou est-ce que tu fais des entretiens familiaux aussi puisque tu vois également les enfants? Alors, je fais des entretiens d'environ 1 heure où je prends le temps de questionner assez globalement différentes sphères de la vie. Je prends le temps aussi de vraiment voir la demande du patient et les objectifs pour qu'on soit bien raccord là-dessus et qu'on puisse avancer ensemble vers un chemin qui corresponde au patient. Et donc la première séance, c'est souvent voilà, un premier échange, une première rencontre. Euh, mais effectivement, j'aime bien demander à la première séance au patient toutes les choses sur lesquelles il a envie de travailler et toutes les choses qui lui posent problème. Et alors, concernant les enfants, j'ai eu essentiellement que des adultes pour le moment. Mais oui, quand j'accompagne les enfants, alors je peux soit travailler avec les parents, faire justement du soutien à la parentalité, de la guidance parentale ou accompagner les parents indépendamment de l'enfant, ou soit justement faire le lien avec l'enfant, donc accompagner les deux parents et l'enfant en même temps, ou un parent et l'enfant, ou alors, si je juge ça nécessaire, de séparer l'enfant durant la consultation des parents. Et donc c'est vrai que tu parles du premier rendez-vous et j'ai cette question que j'aime bien poser. C'est un exercice qui est un petit peu particulier, c'est d'essayer de faire comprendre aux auditeurs ce que c'est un premier rendez-vous avec une psychologue, parce que c'est quelque chose qui est toujours un peu angoissant pour beaucoup de personnes, le premier rendez-vous. Et donc, est-ce que tu pourrais décrire très concrètement ben, presque, tu vois, le trajet jusqu'au cabinet, l'ambiance dans le cabinet, dans la salle d'attente, à quoi ça ressemble un cabinet de psychologie, enfin en tout cas le tien. Et comment est-ce que tu mets les gens à l'aise au départ? C'est quoi les premières questions quand on est chez le psychologue? Alors, je les mets pas du tout à l'aise. Non, je rigole. Non, et c'est vrai que les patients, ils sont souvent stressés lors du premier rendez-vous, mais j'essaye justement de les mettre à l'aise au maximum. Déjà, le cabinet dans lequel je me trouve, donc il y a un centre avec d'autres professionnels de santé, est hyper sympa. Il y a une petite musique d'ambiance, il y a une petite salle d'attente. Euh, il est décoré de manière assez cosy. Tout le monde est hyper sympa. Donc souvent, les patients sont assez détendus déjà en arrivant dans la salle d'attente. Ça fait pas du tout médical froid. Et ensuite, quand ils rentrent en consultation, pareil, mon cabinet est plutôt sympa. Et au maximum, donc déjà, je commence par me présenter. Et puis ensuite, je leur demande
ce qui les amène et je vois en fonction de si vraiment ils se sentent trop stressés. Avant même qu'ils me parlent, je peux leur proposer de faire un petit exercice ou de toucher une balle pour se déstresser. Parce que je sais que s'ils vont être trop stressés, ils vont pas pouvoir parler et me dire les choses. Donc je préfère euh, les mettre en bonne condition. C'est vraiment important pour moi qu'ils soient le plus détendus possible. Et je leur explique que je les accueille avec la plus grande des bienveillances, sans jugement, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en consultation, s'ils ont envie de se lever, d'aller boire un verre d'eau, de bouger, de stopper la consultation, de me dire tout ce qui leur passe par la tête ou non, ils peuvent le faire. Et, euh, et donc, voilà, j'essaye de rendre ce moment assez agréable. Et justement, mon approche psychocorporelle là-dessus, elle m'aide beaucoup parce qu'elle m'aide à prendre en compte le comportement corporel des patients. Et donc, j'ai appris à identifier à travers leur langage corporel comment ils se sentent. Et donc, il y en a qui sont complètement figés, qui bougent pas et qui regardent comme ça. Et t'en as qui sont hyper activés, qui bougent de partout, qui regardent de partout. Et donc, du coup, ça m'aide dans la compréhension de leur système nerveux et ça m'aide justement pour les aider à s'auto-réguler avant même de me parler des problématiques pour lesquelles ils viennent me voir. Mais il y a déjà une compréhension de ce pourquoi ils viennent potentiellement Ouais, avant même qu'ils aient exprimé le la ouais, difficulté, quoi. ouais. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies justement dans ton environnement de travail? J'entends que le centre est assez chaleureux du coup, donc ça doit être assez agréable. Donc tu travailles aussi, enfin dans ce centre, il y a aussi d'autres professionnels. Est-ce que tu travailles avec ces professionnels ou c'est plutôt, enfin est-ce qu'ils sont aidants ou alors est-ce que c'est plutôt chacun a sa pratique de son côté? Voilà, il y a des centres qui fonctionnent vraiment très différemment par rapport à ça. Ouais. Alors, donc on a un médecin, une médecin, un sage-femme, ostéo, euh, il me semble kiné aussi, euh, une diététicienne. Et donc on peut échanger entre nous. On peut aussi avoir des patients en commun et donc échanger là-dessus. Après, un patient peut tout à fait venir me voir et ne jamais voir les autres professionnels de santé parce que il n'en a pas envie. Et donc il restera dans mon cabinet. Mais si il va voir un autre professionnel et que selon lui, il trouve ça intéressant de faire le lien, par exemple, si j'ai envie de faire un lien avec le médecin ou la diététicienne, on peut le faire euh, pour le patient. Ok. Et donc toi, tu es quand même diplômée depuis récemment et c'est vrai que qu'est-ce qui t'a toi motivé à vouloir t'installer en cabinet? Est-ce que c'était donc suite à l'année que tu as passée à faire des formations et à prendre un peu du recul aussi sur euh, peut-être ta future pratique en te disant voilà comment je pense les choses. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir psychologue en cabinet? Alors, ça a été l'objet d'une longue réflexion. Je dirais que à la sortie du master, j'étais pas forcément partie pour ça, même si j'avais toujours l'idée en tête, mais j'en avais très peur. Et donc je me suis pas mal formée après le master. J'ai eu des expériences aussi personnelles qui m'ont enrichie, qui m'ont permis de prendre confiance en moi. J'ai eu des rencontres aussi avec des psychologues ou des non-psychologues qui m'ont permis de prendre confiance en moi sur ce côté indépendant, entreprendre en tant que psychologue. Et peu à peu, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu la manière de travailler qui me correspondait le plus, dans le sens où j'ai la possibilité d'exercer avec beaucoup de liberté, beaucoup de créativité et à ma manière. Et je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément toujours devoir être conditionné dans ma pratique, dans mon approche.
Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu retrouver par exemple en institution ou en hôpital. Et je me sens bien, je pense, comme ça. Et honnêtement, je regrette pas du tout ce choix. Et vraiment, j'adore pouvoir exercer de cette manière. Ah, c'est chouette. Ouais. Et parce que c'est vrai que, comme tu dis, on a des fois l'appréhension de se lancer comme ça tout de suite en libéral, mais je pense qu'effectivement, ça peut convenir aussi à certaines personnes. Et surtout si on a eu un accompagnement, des échanges avec d'autres professionnels auparavant, comme tu dis, sur cette pratique, Mm. euh, mais c'est aussi riche. Et est-ce que toi, il y a d'autres sujets que tu souhaiterais aborder qu'on n'a pas forcément pu discuter avant qu'on passe aux questions des auditeurs? D'autres sujets, bah, je pense qu'on a un peu vu les choses globalement. Après, je sais pas si il y a peut-être des thématiques que tu veux qu'on questionne un peu plus, que ce soit en lien avec, je sais pas, l'attachement ou le système nerveux, etc. Je sais pas. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir les explorer justement dans les questions qui ont été posées parce que vous avez posé beaucoup de questions et donc merci beaucoup pour ça. La première, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'approche psychocorporelle que tu proposes et des méthodes comme l'EMDR? Alors, l'EMDR, c'est une pratique qui est psychocorporelle, effectivement, puisqu'elle prend euh, en compte le mouvement des yeux dans la prise en charge et la libération des traumas. Oui, d'ailleurs, je vais préciser, je vais essayer de parler bien anglais. Le EMDR, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc ça veut dire la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Et donc oui, comme tu dis, c'est une méthode psychothérapeutique qui est notamment utilisée dans les situations de stress post-traumatique. Voilà. Ouais, très bel anglais. Je crois que j'ai raté le desensitization. Voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est un outil psychocorporel, l'EMDR. Et, euh, et d'ailleurs, toutes les prises en charge dans l'accompagnement du trauma sont psychocorporelles parce que les études ont montré et on sait aujourd'hui que un trauma, c'est pas seulement que dans la tête, mais ça se loge dans le corps. Et donc, ça, comme ça dérégule tout le temps notre système nerveux en cas de trauma, on est obligé d'accompagner ça par des approches et des outils psychocorporels. Ok. Mais toi, spécifiquement, tu n'as pas forcément de connaissances plus que ça sur le MDR. C'est vraiment quand même deux approches différentes, c'est ça? Ouais, le MDR, je n'y suis pas formée spécifiquement. Ok. Il y a un lien, mais ce sera difficile de dire quel point commun, quelle différence exacte. Et donc ensuite, on a reçu le témoignage d'une personne qui nous explique: suite à un traumatisme, je ressens régulièrement des maux de tête et je ne me sens pas bien dans mon corps, comme si mon corps était là, mais ma tête ou mon esprit n'était pas là. Comment tu expliques ce phénomène et qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans ce genre de cas? C'est un phénomène qui est assez fréquent, qui s'appelle la dissociation. Mm. C'est-à-dire que quand on vit un événement traumatisant, notre corps peut être tellement impacté qu'il peut s'empêcher de ressentir parce que c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop puissant. Et donc, pour s'empêcher de se ressentir et se protéger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dissocier. Et donc, on peut avoir des sensations comme le sentiment de justement notre tête est ailleurs, où on est complètement déconnecté entre notre corps et notre esprit. Euh, et pour justement accompagner ça, on va dire, c'est essayer de renouer avec ses sensations corporelles, essayer de retrouver un sentiment de sécurité intérieure grâce justement à des approches qui sont psychocorporelles et qui permettent de dire au corps t'es en sécurité, tu peux ressentir les sensations, les émotions doucement, petit à petit.
Et concrètement, est-ce que tu as des exemples de comment réussir justement à remobiliser le corps et à accompagner, oui, effectivement, ce phénomène de dissociation? Ouais. Alors, ça va être revenir doucement à nos sensations corporelles. Donc, par exemple, ça peut être des choses comme qui relèvent pardon, de l'ancrage. Par exemple, 5 choses que je vois autour de moi, 4 choses que je peux entendre, 3 choses que je peux toucher, 2 choses que je peux sentir et une chose que je peux goûter. Ça permet de se remettre dans le moment présent. Parce que, comme on l'a dit, dans le cas de trauma, on a l'impression que on est, qu'on n'a pas évolué depuis le trauma et qu'on est des années ou des mois en arrière au moment du trauma. Et donc, faire comprendre au corps que là, c'est terminé. Ce qui compte, c'est le présent. Donc, ça peut être des exercices d'ancrage comme ça peut être des mouvements aussi, des mouvements doux qui permettent justement de se reconnecter à soi. Ça peut être simplement de se dire ok, on est en 2025, on est le 17 septembre, je m'appelle Sarah, je suis en sécurité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui permettent en fait de revenir à l'instant présent. Donc ça, c'est plutôt des affirmations et les mouvements doux, ça peut être par exemple, je ne sais pas, de l'automassage ou des choses comme ça? Ça peut être aussi ouais, des choses où... alors, quand j'entendais mouvement doux, ça peut être bouger. Bouger, c'est hyper... ça peut être bouger doucement pour justement se réapproprier son corps et pour sortir de ce figement. OK. Parce que je ne l'ai pas forcément expliqué tout à l'heure, mais en fait, le système nerveux, euh, à quoi il sert? Il sert en fait à identifier les dangers ou la sécurité autour de nous. Et quand il perçoit un danger, il a plusieurs manières de réagir. Soit il va être en hyperactivité, donc là on va être en mode complètement nerveux, euh, hyperactivation, beaucoup de stress à travers le corps avec un besoin de bouger, etc. Ou alors, encore plus grave et encore plus loin que cette hyperactivation, il peut être dans un état de figement, qui est la sidération. C'est-à-dire que le stress a été tellement fort, tellement puissant et peut-être a duré tellement longtemps que le corps finit par se dissocier parce que c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop douloureux. Et Oui, donc, il c'est ça. bouge plus et il est figé. Et en fait, pour revenir à un sentiment de sécurité intérieure, il faut que la personne figée, dissociée, repasse par le mouvement, donc repasse par la case en dessous, puis ensuite passe par la case de sécurité. Et puis après, il y a effectivement des outils qui permettent justement d'accompagner le trauma, là dans ce qu'elle évoque cette personne. Des outils par exemple voilà, comme l'ICV ou le MDR qui justement permettent d'aller pointer le trauma euh, pour le réintégrer et le guérir. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ce qu'on pourrait conseiller finalement à cette personne, c'est déjà d'aller consulter un psychologue, de préférence un psychologue spécialisé dans le traumatisme, et peut-être un psychologue qui a aussi des outils par rapport à ça, liés à des aspects corporels, comme tu dis, donc soit l'ICV, soit l'aspect psychocorporel, soit effectivement le MDR. Et il me semble aussi que l'hypnose est aussi un outil qui peut être utilisé dans le cas de traumatisme. Et alors une autre question qui a été posée, c'est dans le cas de traumatisme plutôt corporel cette fois-ci, qui serait lié donc à une amputation, à un accident de la route, mais important, vraiment majeur. Comment est-ce que on travaille sur la reconstruction? Alors corporelle, c'est plutôt lié au médecin ou voilà, ou enfin au domaine du soignant, mais à la reconstruction psychique de son corps qui a quand même été abîmé, malmené. Comment est-ce que tu peux travailler ça, toi?
Je dirais qu'on peut y travailler de la même manière. Je pense que c'est des personnes qui ont vécu donc un traumatisme, donc qui ont un système nerveux dérégulé aussi, lié au trauma. Donc travailler voilà, sur l'impact du traumatisme sur le corps euh, et sur le rapport justement voilà, à son corps, à ses sensations. Euh, Comme tu dis, ça doit rejoindre un traumatisme comme un autre en fait. ouais, bah, Euh, ouais. En fait, effectivement, là, dans ce cas-là, c'est un trauma simple. C'est-à-dire que dans le trauma, on a différents types de trauma. Ici, c'est un trauma simple. Donc, ça veut dire que c'est un trauma qui s'est déroulé à un moment donné de la vie et qui s'est terminé. Et après, il y a d'autres types de traumas, comme les traumas d'attachement, qui sont plus en lien avec l'attachement durant l'enfance, qu'on appelle des traumas complexes. Où là, c'est un accompagnement un peu plus long, qui sont en lien justement avec des blessures d'enfance qui nous impactent à l'âge adulte dans nos relations, dans notre stress, etc. Du coup, j'ai un peu répondu, bifurqué la question complètement là. Non, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de parler effectivement qu'il existe plusieurs types de traumatismes. Et toi, j'imagine que tu vas pas avoir le même travail, la même approche s'il s'agit, comme tu dis, d'un traumatisme simple. Donc quand on parle d'un traumatisme simple, on parle d'un événement ponctuel qui arrive dans la vie de la personne. Et lorsqu'on parle d'un traumatisme complexe, on parle plutôt, comme tu dis, alors généralement, c'est des événements qui sont arrivés au cours de l'enfance et qui, n'ayant pas été résolus, vont se reproduire à l'âge adulte et donc vont venir raviver des traumatismes qui ont lieu dans l'enfance. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose de complexe, parce que il y a plusieurs traumatismes qui vont se superposer les uns les autres et se répondre en même temps. C'est Ouais, ça, hein. exactement. Et c'est aussi l'aspect longue durée du trauma. C'est-à-dire que par exemple, un enfant qui a vécu des carences affectives durant son enfance ou un climat un petit peu instable, ça a duré, ce stress a duré de manière chronique et donc a créé un stress constant. Et donc c'est là que on parle effectivement de trauma complexe. Ok. Ensuite, des questions, on va dire, un petit peu plus légères. La première, c'est, enfin, quoique, est-ce qu'on peut vraiment dépasser ces complexes ou est-ce qu'il faut plutôt apprendre à vivre avec eux? Et comment est-ce qu'on peut accompagner ce genre de problématiques? Après, ce que j'entends, moi, derrière le fait de parler des complexes, j'entends aussi tout un niveau par rapport à la confiance en soi, par rapport au regard qu'on a sur son propre corps, son identité. Euh, et donc finalement derrière un complexe qui prendrait beaucoup de place dans la vie de la personne se cachent généralement d'autres dynamiques qui vont faire que ce complexe ou ces complexes vont prendre beaucoup de place. Ouais, effectivement, et je te rejoins assez sur la question. Je pense que ça révèle souvent d'autres problématiques sous-jacentes plus profondes qui sont en lien avec notre confiance en nous, l'image de nous-mêmes, l'amour qu'on se porte, etc. Euh, et puis je pense que aussi on peut pas dissocier la pression sociale qu'on a autour de nous vis-à-vis du physique. D'accord. Et enfin la dernière question qui est alors annoncée comme une question simple mais universelle. Quand on va faire du sport pour évacuer une émotion, que ce soit la tristesse, la colère, quelque chose d'assez négatif, est-ce que c'est une stratégie d'évitement ou au contraire, est-ce que c'est une vraie ressource? Le sport, c'est clairement une ressource parce que ça nous permet justement de libérer l'énergie, euh, le trop-plein d'énergie, le stress qu'on a en nous. Et donc, on décharge les tensions à travers le mouvement. C'est extrêmement bénéfique et c'est ce qui est justement recommandé
quand on s'applique sur la théorie polyvagale et la régulation du système nerveux. En revanche, ça dépend de la manière dont on fait ce sport et de l'intention qu'on y met derrière. Si on en fait trop plein de sport à l'extrême et que on est presque addict à ça et que ça nous permet de nous déconnecter de nous-mêmes, de nous déconnecter de nos sensations, de nos émotions, de nos ressentis, euh, parce que quand on fait du sport, on est dans une autre activité. Dans ce cas-là, c'est plutôt une stratégie d'évitement et un moyen de pas ressentir les choses. Oui, c'est ça, c'est trouver le juste équilibre entre faire du sport mais toujours être à l'écoute de ses sensations et au contraire, j'imagine dans le cadre de traumatisme justement, ça peut peut-être être faire du sport mais dans une intention de ressentir l'effort, de sentir ce que ça fait sur notre corps pour être toujours dans l'instant présent et connecté avec son corps. Ouais, absolument. Ok, bah merci beaucoup. On a répondu à toutes les questions. Et pour finir, est-ce que tu voudrais recommander des ressources ou conseiller des ressources? Ça peut être des livres, un compte Instagram ou Facebook. Ça peut être aussi un auteur ou enfin toutes les ressources que tu veux. Et tu peux aussi nous partager un petit peu ton, soit tes réseaux, soit comment est-ce qu'on peut suivre ton travail et voir un petit peu comment tu vas évoluer en tant que psychologue. Alors, concernant les ressources, je pense à un livre qui s'appelle Ancré de Deb Dana, où elle donne des ressources plutôt concrètes justement dans la régulation du système nerveux et la libération des traumas. Il y a aussi un autre livre de Gwenaëlle Percieux, il me semble qu'elle a écrit avec sa co-autrice sur... elles ont fait deux livres, un sur l'attachement et un sur le trauma, Ok. qui est assez bien vulgarisé et simplifié, ouvert au grand public. Euh, pour le moment, je n'ai pas encore les réseaux sociaux, de réseaux sociaux dédiés à mon compte professionnel de psychologue. J'ai Doctolib où on peut prendre rendez-vous et voir toutes mes informations. Et le reste ne fera que tarder. Ok, donc on pourra préciser en description ton nom pour savoir où te trouver sur Doctolib alors. Ouais. Voilà. Et donc on arrive aux questions plus emblématiques du podcast, qui sont donc la première, quel objet représente le mieux ta pratique et pourquoi? Alors, l'objet qui représente le mieux ma pratique, je dirais que c'est une pelote de laine. Ah, Euh, pour la petite métaphore, parce que je pense que les personnes arrivent avec des fils assez emmêlés euh, et que moi, en tant que psychologue, j'essaye euh, d'offrir un accompagnement où on réunit et on apporte un peu de cohésion? clarification, ouais, de vision, une clarification à tout ça en réunissant leur histoire de vie, leurs émotions, leurs sensations corporelles, leurs pensées et, euh, et voilà, et de tisser cette laine avec les couleurs adaptées, les matériaux adaptés en fonction de chaque patient. Ah, je trouve que c'est vraiment une chouette métaphore, ça fait vraiment, j'arrive chez le psy avec ma petite pelote de laine et je repars avec un pull quoi. Exactement, un pull sur mesure. Oui, vraiment. Et c'est mon pull, c'est... Ouais, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, Ou une écharpe, ou ce que vous voulez, quoi. exactement. L'habit qui nous convient le mieux. C'est ça. Oui, c'est chouette. Et du coup, si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Si j'étais pas psy, je dirais que je serais
chanteuse, non, pas du tout. Je chante catastrophiquement mal. Non, je dirais que je serais plutôt artiste, mais artiste avec la peinture. Euh, j'ai toujours été et je suis très créative et j'adore pouvoir m'exprimer à travers l'art. Et d'ailleurs, c'est pas une idée que j'enlève de ma tête. Je pense que si j'ai envie un jour de me dédier un peu plus à ça, à côté de mon métier de psy, ou même de créer des ateliers qui justement combinent le côté plutôt psy et le côté plutôt artistique, j'adorerais faire ça. Euh, donc voilà, c'est des idées que j'ai aussi dans un coin de ma tête. Donc peut-être une future art thérapeute. Peut-être. En tout cas, Et j'adorerais même s'il y a d'autres psychologues ou thérapeutes qui voudraient même organiser ce type d'atelier. Je suis hyper ouverte même aux collaborations. Je trouve ça hyper cool de créer des choses avec d'autres personnes. Donc si elles veulent m'envoyer un message pour échanger, c'est avec grand plaisir. et tu es localisée sur Paris. Ouais, Oui, c'est ça. Donc il y a un bon réseau a priori. ouais, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. C'était vraiment super de t'avoir. Merci à toi, c'était trop sympa. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est vraiment ce qui aide le plus le podcast à se développer. Et pour celles et ceux qui sont maintenant présents sur YouTube, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter. J'ai vraiment d'excellents retours sur la newsletter, donc je vous remercie beaucoup de vous abonner de plus en plus. C'est vraiment super. Elle sort donc tous les 15 du mois. Il y a un petit récap vraiment très complet avec des ressources complémentaires liées à l'épisode. Et je vais mettre le lien juste en description, juste en dessous. Voilà. Et autrement, si vous voulez suivre les coulisses du podcast ou poser vos questions au prochain invité ou à la prochaine invitée, ou tout simplement réagir à cet épisode, vous pouvez aller sur Instagram ou Facebook @la chaîne psy. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Portrait de psy. Au revoir, Salut! à bientôt.